Pendant l'évolution, ou durant le développement de la psychologie cartésienne, ou ce qu'on appelle la psychologie normale, ou la psychologie de normalité, l'élément clé dans l'étude de la psychologie, c'est l'homme, c'est le comportement humain. Dans l'évolution ou dans la psychologie supramentale, ou dans l'évolution de la psychologie, lorsqu'elle atteindra des niveaux de mentation suffisamment avancés pour prendre conscience du lien entre l'homme et les plans subtils, l'élément central sera la possession. Donc, autant l'étude du comportement humain était fondamentale pendant l'évolution de la psychologie évolutive, dans l'évolution ou au cours du développement de la psychologie évolutive, ce sera la compréhension de tous les aspects de la possession ou ou du chevauchement ou de la positivité qui sera centrale à l'étude de la psychologie humaine. Pourquoi? Parce que, à partir du moment où l'homme entre en conscience télépathique, dépendant à quel niveau il vit la conscience télépathique, il se crée chez lui, au début, une soumission à une volonté supérieure. Et malgré lui-même, vous regardez les grands cas où il y a eu contact avec des plans invisibles, Moïse, je sais pas moi, Abraham, et ainsi de suite, l'histoire des grands initiés. Et vous découvrez toujours, dans l'expérience des grands initiés, l'élément de grande soumission. Puis dans le traitement de cette soumission, sur le plan christique, au niveau de la vie du Nazaréen, par exemple, ben, on connaît très bien à travers l'histoire la grande affection qu'il avait pour son père, la soumission à l'Éternel, la soumission à son peuple. Et cette condition involutive qui était nécessaire, inévitable et fructueuse même pour le développement de l'histoire humaine telle qu'elle est aujourd'hui. Au cours de l'évolution, c'est un appel intégral au désastre. Donc, ce qui fut bon pendant l'évolution, nécessaire, inévitable et même fructueux, dans l'évolution, ça sera un appel au désastre. Pourquoi? Parce que, premièrement, l'homme nouveau, ou l'homme de l'avenir, ou qui aura une conscience mentale, n'appartiendra plus spirituellement à la conscience spirituelle ou religieuse de l'évolution, qu'il appartienne à quelque race que ce soit. Autrement dit, un être qui est en évolution de conscience supramentale, s'il est juif, s'il est arabe, s'il est hindou, s'il est catholique, s'il est de n'importe quelle souche spirituelle, éventuellement, il va être obligé de s'identifier complètement avec lui-même et ne plus s'identifier avec la mémoire de la race. Pourquoi? Parce que l'homme en arrivera éventuellement un jour à créer entre lui et les plans une nouvelle semence qui alimentera les plans astraux, donc qui alimentera les plans de la mort, et c'est pour ça qu'on dit que l'homme nouveau sera réellement le grand régisseur du monde de la mort. Il ne faut jamais oublier que les morts voient, que les morts nous voient, que les morts nous entendent, que les morts sont en contact télépathique, psychique, sympathique avec l'homme, même si l'homme n'en est pas conscient. Mais ce qui se passera sur la Terre au niveau de la conversion des énergies astrales et mentales de l'homme créera dans les mondes astraux, donc dans les mondes de la mort, une très très grande transformation. Et déjà aujourd'hui, les plans astraux sont avertis des grands changements qui doivent venir sur la Terre au cours de l'âge du Verseau. Et ça ne fait pas nécessairement leur affaire. Dans le cadre de cet énoncé,
On doit prendre conscience que, à partir du moment où l'homme viendra en contact télépathique avec les plans subtils, jusqu'à temps qu'il en arrive à les intégrer, donc à en avoir une parfaite maîtrise, l'homme sera très facilement dominable. Il sera certainement testé dans son lien avec l'invisible. C'est pour ça que la compréhension de la possession ou de la possessivité ou du chevauchement, c'est fondamental au développement de la compréhension de l'état de crise que l'homme nouveau vivra lorsqu'il viendra en contact avec ces plans-là. Parce qu'être en contact avec l'invisible, ça crée chez l'individu une sorte d'état de crise. Parce que tu sembles perdre le contrôle. T'es content, t'avances. T'es content, tu viens en contact avec. T'es content, t'as accès à. Mais dans un même temps, comme tu prends conscience du mensonge, de la manipulation, donc de tous les effets secondaires de la possession ou du chevauchement, il se crée chez l'être humain une sorte d'état de crise. Et la psychologie supramentale sur la Terre permettra de développer à l'avenir les outils nécessaires pour que l'homme puisse réellement contrôler ces états de crise occultes-là qu'il vivra dans son rapport avec l'invisible, et ça, éventuellement, ça l'amènera à intégrer totalement ces forces-là, et éventuellement à en arriver à pouvoir réellement s'exécuter en tant qu'être de lumière sur le plan matériel, dépendant de son rayonnement, dépendant de sa programmation, et dépendant de ce qu'il voudra faire sur la Terre. Donc, le temps est révolu où on peut simplement parler de possession comme étant une chose ou une expérience qui fait partie de la vie des pauvres d'esprit. Ce ne sont pas simplement les pauvres d'esprit qui connaîtront la possession ou la possessivité ou le chevauchement, mais des êtres extrêmement avancés qui viendront en contact avec des états de conscience, donc avec des entités dont le pouvoir de mettre en vibration l'être sera très grand. Vous savez, imaginez-vous, si vous voulez, dans la mesure où vous pouvez le faire, imaginez-vous qu'un archange décide de mettre en vibration un être humain. Il n'y a rien à son épreuve. Les êtres qui ont mis en vibration le Nazaréen, les êtres qui ont mis en vibration les grands initiés qu'on a connus durant la période de la Bible, c'était des archanges. Autrement dit, c'était des êtres qui ont le pouvoir sur la terre de dominer complètement l'âme. Ce qui n'est pas le cas avec les âmes. Une âme n'a pas le pouvoir de complètement dominer une âme. Mais un archange, surtout à ce niveau-là, a le pouvoir de complètement dominer une âme. Donc, le niveau de possessivité ou de chevauchement devient extrêmement élevé et très grand. Et en général, c'est ça qui crée, dans notre expérience planétaire, des initiés tels que le Nazaréen, tels que les anciens initiés de la Bible, parce que le courant, le courant d'énergie qui saisit le mortel est tellement grand que l'ego n'a plus de place. C'est-à-dire que l'ego se voit totalement dépersonnalisé pour finalement réapparaître en tant qu'une unité parfaitement homologuée. Mais demeure le fait, à cause de ce que nous savons aujourd'hui, et à cause de ce que nous découvrirons demain, et à cause de l'évolution, et à cause des lois de la liberté, et à cause du mensonge cosmique, demeure le fait que l'homme doit un jour devenir un être libre. Et pour devenir libre, dans le cadre d'une possessivité ou d'un chevauchement quelconque, surtout à partir des plans supérieurs, il faut que l'homme soit prescrit une façon d'agir. Et il ne peut pas être prescrit cette façon d'agir-là à partir des plans subtils,
Parce que les plans subtils ne se sont jamais donné le rôle d'instruire l'homme. L'homme doit s'instruire de lui-même. Mais comment l'homme s'instruit de lui-même s'il est en contact avec des plans parallèles? Et que ces plans-là ne l'instruisent pas. L'homme s'instruit par la distillation de sa lumière. C'est par la mise en vibration de sa lumière, de plus en plus libérée du pouvoir de domination des entités, à quelque niveau que ce soit, qui va permettre finalement à l'âme de secouer son périsprit, c'est-à-dire de secouer sa mémoire et de finalement pouvoir traiter avec les entités d'une manière égalitaire, dans ce sens que l'homme ne sera plus possédé en vertical, l'homme vivra un lien horizontal avec ces entités-là, et c'est ça que j'appelle la fusion consumée. Quand l'homme aura une fusion consumée, l'homme aura mis complètement fin à son initiation, et à ce moment-là, il sera totalement libre de vivre sur le plan matériel, de vivre sur le plan morontiel, de s'exécuter sur le plan astral, et de pénétrer à volonté les archives du mental qui font partie des dimensions psychiques de la volonté cosmique qui saisit l'âme pour l'instruire par vibration et lui donner ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est pas un phénomène acquis. Pour qu'il y ait conscience dans une âme, il faut qu'il y ait une perception d'une lumière qui se traduit dans une manifestation égoïque, qui est reçue par l'entité biologique comme étant une pensée, ou comme étant un rêve, ou comme étant une perception subliminale, ou comme étant quelque chose qui fait de lui un être plus grand au-dessus du royaume des animaux. Donc, pour que l'homme puisse bénéficier de cette conscience, mais pas à des niveaux subalternes, pas à des niveaux évolutifs, pas à des niveaux où il est totalement sans conscience, pas à des niveaux où il sait qu'il n'a pas contrôle sur sa destinée, pas à des niveaux où il sait l'empire de sa programmation, pas à des niveaux où il sait qu'il n'est pas capable de transformer sa vie dans un clin d'œil. Et pour que l'homme puisse le faire, il faut qu'il se donne l'autorité de le faire. Mais il ne peut pas se donner l'autorité de le faire s'il n'a pas brisé l'autorité des sphères. L'homme doit briser l'autorité des sphères s'il veut un jour se donner l'autorité de faire dans sa vie ce qu'il veut, dépendant de sa vibration, dépendant de son évolution, dépendant de son niveau d'intelligence, dépendant de sa lumière. Donc, c'est pas suffisant pour l'homme d'être un être lumineux. Il doit avoir le contrôle de sa lumière. Parce que la lumière de l'homme, qui est un rayon, est facilement dominée par les instances systémiques qu'on appelle des guides spirituels ou des êtres de lumière ou des ajusteurs de pensée. Et c'est là que l'homme doit un jour, ou devra un jour, entrer en confrontation avec tout ce qui appartient à la mémoire de la race. Vous n'avez pas d'idée ce que ça veut dire. Vous ne savez pas ce que ça implique. Mais un jour, au fur et à mesure où vous avancerez, vous commencerez à réaliser ce que ça implique, le pouvoir de la mémoire de la race sur vous en tant qu'égout. Nous autres, au Québec, on est chanceux dans un sens parce que on est entre l'Europe et l'Amérique. On a vécu notre évolution tranquille. On est sorti du grand giron de l'Église. Le Québécois, dans un sens, est très très bien positionné pour faire sa marque dans l'étude des sciences avancées de la vie. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi le Québec est très très marqué dans le monde comme étant un endroit privilégié pour l'étude des sciences parallèles. Par contre, le problème du Québécois, c'est que le Québécois est trop généreux par rapport à l'invisible. Parce que le Québécois demeure un être très marqué par sa spiritualité. Mais il apprendra avec le temps à se donner une force intérieure
qui lui permettra de venir en confrontation avec l'occulte. L'occulte, c'est pas quelque chose qu'on épouse. On l'épouse quand on est dans l'évolution. Quand on est dans l'évolution, on aime ça, aller dans une séance puis jouer avec les tables. On aime ça, voir des ectoplasmes qui se manifestent. On aime ça les photographier. On aime ça rencontrer des médecins ou des scientifiques qui ont travaillé dans le domaine. On aime ça voyager dans le monde puis rencontrer des gens qui ont eu des expériences paranormales. Mais ça fait partie de l'éveil de notre conscience intellectuelle et spirituelle. Ça fait partie de notre curiosité. Ça fait encore partie de notre ignorance. Mais un jour, lorsque l'homme viendra à se manifester, autrement dit, à sentir sa puissance, sa propre puissance, à mettre en vibration sa propre lumière, vibrer sa propre lumière comme il veut, dire ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. À ce moment-là, l'homme sera capable de déterminer sa relation avec l'invisible et il pourra à ce moment-là être en mesure de maîtriser ces forces-là. Parce que la maîtrise de l'invisible, c'est aussi important pour l'homme de l'évolution que le succès psychologique de son ego le fut pendant l'évolution. Pendant l'évolution, c'était le succès de l'ego qui comptait. Devenir bon médecin, bon éducateur, bon prêtre. Mais dans l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, ce sera la maîtrise des forces occultes qui signalera chez l'homme le grand avènement de sa conscience, le grand développement de sa conscience. Parce que quand tu es rendu à traiter avec l'invisible, tu te préoccupes plus tellement de la matérialité, excepté pour les aspects fondamentaux purement mécaniques de sa fonction sociale. C'est ce qui se passe dans ton esprit. Tu vis réellement au niveau de ton esprit quand tu es conscient. Tu ne vis plus au niveau simplement de ton ego réflectif, de ton ego qui réfléchit les moindres pulsions de l'âme. C'est réellement au niveau de ton esprit. Puis éventuellement, ben, si tu vis réellement au niveau de ton esprit, tu es en communication. Puis si tu es en communication, tu parles avec. Si tu parles avec, tu veux savoir avec qui tu parles. Si tu parles avec quelqu'un, mais tu veux pas te faire compter de conneries. Mais pour pas te faire compter de conneries, il faut pas que tu sois con non plus. Fait qu'il y a tout un engagement entre l'homme et l'invisible, entre l'homme et son ajusteur de pensée. Et moi, je vous dis, de par mon expérience, que l'homme devra finalement égaliser son lien avec l'invisible. Équilibrer son lien avec l'invisible. Et ça va demander de sa part énormément d'intelligence. Puis quand je dis énormément d'intelligence, je veux dire un minimum de croyance. Oubliez jamais que la croyance a été le mécanisme utilisé par les sphères et par le plan matériel, le pouvoir sur le plan matériel, pendant l'évolution. La croyance, c'est l'acheminement de l'homme vers l'abolition de sa conscience réelle. À partir du moment où un homme croit, il est automatiquement assujetti dans sa conscience à une domination ou une autre. Alors, par rapport au plan matériel, au plan occulte, c'est encore pire, parce que le niveau de manipulation est extraordinairement amplifié. C'est intéressant de parler avec eux autres. C'est le fun de parler avec eux autres. C'est beaucoup d'intelligence reçue parler avec eux autres. C'est beaucoup de compréhension parler avec eux autres. Mais de l'autre côté, c'est beaucoup de travail pour en arriver à parler avec eux autres d'une manière intelligente. Sans qu'on soit, nous autres, les humains, toujours victimes, sans qu'on soit toujours prisonniers à travers nos émotions qu'ils utilisent ou à travers nos pensées qu'ils utilisent. Fait que quand je dis que la possession, puis l'étude, la compréhension de la possession au cours de l'évolution ou du chevauchement ou de la possessivité, appelez ça comme vous voulez, le contrôle qu'ils ont sur l'homme, ça fera partie du mandat de la prochaine psychologie. Et ce sera son rôle de cette psychologie d'expliquer aux êtres en évolution comment se comporter par rapport à des forces qui sont très puissantes.
Si l'homme était réellement conscient que la pensée vient d'ailleurs, son comportement psychologique serait totalement altéré. Mais c'est difficile pour lui d'être totalement conscient parce qu'il a besoin ou il recherche constamment à se diviser de cette relativité-là, de cette relation-là. L'homme en général n'est pas intéressé trop à s'avancer dans une dialectique avec ces plans-là, dans un dialogue avec ces plans-là. Puis dans un sens, je le comprends, puis dans un sens, je suis d'accord. Parce que dans un sens, et dans un gros sens, l'homme ne devrait même pas parler avec eux autres. Ne devrait même pas avoir à parler avec eux autres. Parce que d'une manière ou d'une autre, l'énergie, elle vient d'ailleurs. Ce que l'homme doit, par contre, pouvoir faire, c'est que s'il y a communication avec les plans parallèles, il doit être capable, en tant qu'humain, en tant qu'être réellement initié au mystère de la conscience humaine, il doit être capable, lui, de ne plus être affligé par ces forces-là, donc ne plus être affligé par ses pensées. Commencez sur ce plan-là. Commencez à ne pas être affligé par vos pensées. Et à ce moment-là, ben, vous allez commencer à comprendre un petit peu le jeu qui joue derrière la scène de votre ego. Si vous vous laissez affliger par vos pensées, ben, à ce moment-là, vous tombez dans le panneau. Puis si vous tombez dans le panneau à ce niveau-là, imaginez-vous que vous ne pourrez jamais être en conversation télépathique, intégrale, objective, avec des plans supérieurs. Ça veut dire que la source de votre intelligence sera toujours diminuée, elle sera toujours graduée vers des plans inférieurs, et vous n'aurez jamais vous n'aurez jamais le grand sentiment de savoir. Vous ne saurez jamais que vous êtes réellement intelligent. Et l'homme, un jour, doit le savoir qu'il est réellement intelligent, parce que c'est un être de lumière. Donc, la possession, c'est une chose qu'il va falloir regarder de près. Puis, réaliser jusqu'à quel point on la vit, jusqu'à quel point elle nous impose sa volonté. Il y a quelque chose chez soi, chez l'homme, qui impose sa volonté, même si vous êtes inconscient. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, il y a des choses que j'ai faites malgré moi-même. Je disais, ouais, j'ai fait ça malgré moi. C'était plus fort que moi. Le plus fort que moi. Puis tout le monde a vécu ça quelque part dans le temps. C'est plus fort que moi. C'est la possession. Que ce soit de la possession à partir de l'astral, que ce soit de la possession à partir du mental, ça n'a pas d'importance, c'est la possession. Il n'y a rien qui est supposé d'être plus fort que vous. Autrement dit, si vous vivez le plus fort que moi, si vous vivez l'expérience qui vous fait croire que c'est plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement, vous ne pouvez pas passer à côté, vous êtes chevauché. Donc, si l'étude de la possession ne fait pas partie de la psychologie supramentale un jour, les hommes continueront à être chevauchés, et de plus en plus, et l'homme n'en arrivera jamais à contrôler ces forces-là. Parce qu'une chose que l'être humain découvrira au cours de l'évolution, l'être humain découvrira que de l'intelligence, c'est simplement de l'énergie, et que ça n'a aucune personnalité. Ça n'a aucune personnalité d'intelligence. Vous autres, quand vous êtes intelligent, vous pensez que votre intelligence a de la valeur. Vous allez dire, j'ai fait un bon coup. Regardons ça si j'ai fait un bon mouvement aux échecs. Je suis intelligent. Mais dans le fond, c'est simplement un mouvement de vibration. Ce qui vous donne l'impression d'être intelligent, c'est la réflexion qui se crée en vous par ce rayon-là, qui s'imprime dans votre corps mental et qui vous met en présence de vous-même parce que vous avez l'insécurité de ne pas être intelligent. Quand vous vous croyez intelligent, c'est parce que vous avez l'insécurité de ne pas être intelligent.
si vous étiez intelligent réellement, dans le sens que le rayon passe et ne crée pas dans votre ego de réflexion, vous n'auriez jamais d'impression d'être intelligent. Jamais. Vous n'auriez pas l'impression d'être intelligent. Vous auriez l'impression d'être créatif, mais jamais d'être intelligent. Un homme intelligent n'a jamais l'impression d'être intelligent, mais un homme qui n'est pas intelligent a toujours l'impression d'être intelligent. C'est intéressant. Parce qu'être intelligent, c'est pas intéressant. C'est une grosse job être intelligent. C'est comme la chanflure, elle coule tout le temps. Tu vas arrêter la chanflure, puis elle est toujours là. Puis ça prend des années pour en arriver à contrôler la chanflure. Fait qu'être intelligent, c'est pas le fun. Tu travailles tout le temps. Tu as toujours quelque chose à dire. Tu peux toujours expliquer quelque chose. Tu as toujours le dernier mot. Tu es toujours en avance des autres. Tu as de la voyance. Tu peux voir 200 ans d'avance, 50 ans d'avance, 100 ans d'avance. Tu peux savoir quand est-ce que tu vas crever. C'est plate être intelligent. C'est pas le fun. Il n'y a rien là-dedans. La seule chose qui est valable en ce qui concerne le phénomène de l'intelligence, c'est le mouvement vibratoire de cette énergie-là qui passe à travers l'ego, qui est devenu extrêmement transparent et qui crée ce qu'on appelle l'alliance avec les plans subtils, c'est-à-dire la fusion avec ta source, c'est-à-dire ton principe conducteur, qui est ton ajusteur de pensée. Puis même là encore, l'ajusteur de pensée, faut que tu dises, ben, c'est quoi ça, l'ajusteur de pensée? Tu peux pas prendre ça pour du cash. C'est quoi un ajusteur de pensée? Parce qu'ils vont te donner des mots pour le temps. Mais tu peux aller plus loin, puis tu veux sortir du temps d'humanité 1995, puis savoir qu'est-ce que c'est un ajusteur de pensée dans le temps d'humanité, disons dans 3000 ans. Ben, faut que tu poses des questions qui sont appropriées. Mais à ce moment-là, il faut que tu sois capable de supporter ce qu'ils vont te renvoyer. Fait qu'être intelligent, c'est pas intéressant. Pendant l'évolution, on trouve ça intéressant parce qu'on a de l'ego. Puis comme on a beaucoup d'insécurité parce qu'on ne sait pas ce qui se passe en arrière de l'espace-temps, de notre conscience, on vit beaucoup d'insécurité. Mais quand tu commences à vivre dans cette énergie-là, dans cette conscience-là, dans cette télépathie-là, tu n'es plus intéressé à être intelligent. Tu es intéressé simplement à être bien dans ta peau, tranquille, la paix dans ton esprit. Mais pour en arriver à ça, il faut que tu en arrives à dépasser les étapes subtiles de la possession. Vous n'en arriverez pas à la conscience supramentale sans vivre un certain degré de possession ou de possessivité. Évidemment, vous ne la vivrez probablement pas comme moi je l'ai vécu, parce que à cause de ma situation, mais vous vivrez un petit peu de la possessivité, vous vivrez la force qui est plus grande que vous autres, vous vivrez quelque chose chez vous qui est réellement puissant, qui crée, vous prédestine à, qui vous crée des conditions qui sont qui se manifesteront dans 20 ans. Ils vont tout préparer d'avance. Tu rencontres ton mari. Pourquoi tu rencontres ton mari? Tu rencontres ton mari parce qu'il a une belle job? Ou tu rencontres ton mari parce que c'est une tête de cochon qui va te faire souffrir? Ou parce que c'est un gars qui mouille qui va te faire souffrir? Ou parce que c'est un gars qui va te battre? Pourquoi tu rencontres ta femme? C'est parce qu'elle est fine? Parce qu'elle fait des beaux hamburgers? Ou parce qu'elle va te tomber ses nerfs? Tu voudrais pas accuser là parce que t'es un bon catholique. Elle va être névrosée à l'os. Mais tu vas pas la laisser là parce que t'es un bon catholique. Pourquoi est-ce que tu rencontres le patron? Quand l'homme va commencer à réaliser que tout est planifié d'avance, everything is written on the wall, and we have to read what's written on the wall. À ce moment-là, c'est là que tu réalises que, hop, il y en a pas mal, il y en a pas mal de chevauchements. Même quand tu es inconscient, il y en a un petit peu de possession. Tu le vis pas comme quand tu es conscient. Tu n'es pas conscient des chiens de l'autre bord, mais ils sont là. Le seul problème, c'est que pendant l'évolution, on les aime, les chiens.
On les prie. Je regarde ce qui se passe dans le monde, là, des femmes qui écrivent des livres. Là. Il y a une nouvelle, il y a un nouveau lexique qui sort. Là. Ils appellent ça l'angélologie. L'étude des anges. Quand tu commences à lire ça, ça sent comme une parfumerie là-dedans. C'est parfumé. Imagine-toi, il y en a de la possession là-dedans, il y en a du chevauchement là-dedans. Imagine-toi, moi, si je rencontrais une bonne femme de même, et je dirais, bon, mais ça, c'est une entité qui vient du bas astral, ça s'appelle telle affaire, il est mort telle année, puis là, je dirais, mais oui, on va y parler ensemble, moi, pis toi. Hein? En vivrais-tu de la chaleur dans la colonne vertébrale? Mais ça fait partie de l'évolution de la psychologie. C'est bon que les gens au moins soient capables d'écrire ça aujourd'hui sans passer au budget. Il n'aurait pas fallu que tu écrives sur l'angélologie au 15e siècle. Surtout en Espagne, il t'a envoyé, tu sais. Mais au moins, le monde écrive. Mais un jour, il va falloir que ces gens-là aillent un petit peu plus loin, qu'ils puissent parler avec ces anges-là, puis dire, ben, d'où tu viens? Comment tu t'appelles, mon sacrement? Mais avant de pouvoir parler de même, parce que moi je suis pas fin, là, mais avant de pouvoir parler de même, il faut voir qu'ils aient transmuté leurs émotions un petit peu, pas trop de spiritualité, mais ça fait partie de l'évolution. Fait que regardez bien ça, l'affaire de possessivité, de chevauchement, de possession. Regardez ça froidement. Ayez pas peur de regarder ça. Ayez pas peur de regarder quoi que ce soit. Parce que si vous avez peur de regarder des choses, un jour, vous allez devenir victime de vos propres craintes. Vous pouvez pas avoir peur. Un homme conscient peut aller dans le bas astral, dans des sphères au centre de la Terre, et en sortir totalement intact. Il y a des mondes dans le centre de la Terre qui sont absolument abominables, absolument laids. Vous savez pas qu'est-ce que c'est, vous autres, absolument laids. C'est laid. Je peux vous dire que c'est laid. T'as hâte de remonter dans l'élévateur. Mais un être conscient est capable de se promener n'importe où. Et c'est la liberté de l'homme de se promener n'importe où. Ça fait partie de sa lumière de se promener n'importe où. Fait que l'étude de la possession, un jour, ça fera partie de l'étude de l'homme. Quand il y aura des bouquins écrits sur ça, ça fera partie de la mémoire de l'homme, de la mémoire d'une nouvelle race humaine. Et ce sont des choses qu'on devra regarder et étudier avec fermeté, parce que ça fait réellement partie du nouveau contrat entre l'homme et les mondes parallèles. Vous ne pouvez pas venir en contact avec les plans parallèles sans que votre corps mental soit magnétisé. Tu peux pas être des chefs et rencontrer quelqu'un qui descend en sa coupe volante sans perdre ta conscience, sans perdre ta mémoire, puis sans perdre le fait que il y a un petit 4 heures qui te manque. Tu peux pas! Il y a toujours un petit 4 heures qui te manque quand tu rentres dans une soucoupe volante. Puis quand tu rentres bien en contact avec ces mondes parallèles-là, ils sont toujours capables d'utiliser ta mémoire. Ils sont capables de rester en suspension dans l'invisible pendant 2-3 semaines avant de se matérialiser dans ton champ de carottes. T'es voué même pas qu'ils sont là. Fait qu'un jour, tu vas être obligé d'aller encore plus loin. Tu vas être obligé de te dire, bon, mec, c'est quoi ça, le monde des esprits? Ça existe-tu, ça, des esprits? C'est quoi cette forme-là? Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme esprit? Puis un jour, mais tu vas arriver à la réalisation que le terme esprit, c'est simplement un terme, c'est un placebo psychologique pour nous empêcher de voir et de comprendre qu'il existe des civilisations qui évoluent dans des systèmes parallèles, dans des espaces-temps parallèles, qui sont très, très évolués comparés avec nous autres. Puis quand je dis évoluer, je veux dire que ces civilisations-là appartiennent à des systèmes différents. Point à la ligne. Quand je veux dire évoluer, je ne veux pas dire qu'on est sans dessin. Je veux dire que, point à la ligne, ils appartiennent à des systèmes différents. C'est pas parce qu'un gars arrive ici d'une navette spatiale qui est plus intelligent que nous autres. Dans le sens de l'intelligence que je vous parlais tout à l'heure. Dans le sens qu'il y a plus de lumière que nous autres. La seule chose, c'est qu'on est encore magnétisable par ce gars-là, par cette entité-là, matérialisée. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur.
Premièrement, il est pas beau comme nous autres. Il n'y a pas de rouge à lèvres. Il a des grands yeux. Tu regardes là-dedans, sacrément, c'est comme regarder dans le lac Huron. Il te parle pas, ça n'a pas de bouche. C'est tout mal fait. Ça communique rien que par télépathie. Des petites oreilles, c'est gros comme des crottes. Des nez, c'est rien que des petits amoncellements de peau. Les doigts, on n'en parle pas. Il même plus le zizi. Fait que c'est évident qu'on a peur. Fait que le mental est magnétisé, le corps astral est magnétisé, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Puis c'est pas nécessairement que c'est pas du bon monde, c'est que nous autres, on n'est réellement pas dans notre réalité. Fait que comme on n'est pas dans notre réalité, ils sont pas capables de nous rentrer dans leur réalité, donc ils sont obligés de nous garder aux portes de leur réalité, et les portes de leur réalité, c'est l'imagination qu'on a d'eux autres. Avez-vous déjà pensé qui c'est qui crée vos rêves? Qui c'est qui crée ces structures absolument extraordinaires, complexes, que vous êtes capable techniquement de comprendre le matin quand vous vous levez? Ou pas capable, dépendant de qui vous êtes. Qui c'est qui est capable, qui c'est qui crée ces structures-là auxquelles vous n'avez jamais pensé? Des mondes que vous vous êtes jamais imaginés. Ça vient d'où? Qui c'est qui crée ça? Avez-vous déjà pensé à ça? C'est difficile pour vous autres de vous imaginer qu'il y a du monde, dans des mondes, qui s'occupent simplement de ça. C'est leur job. On crée des films, nous autres. On n'est pas bien, on est encore dans la matière, on crée des films. On est capable de créer des belles illusions, hein? Dans le cinéma. Mais imaginez-vous dans les autres mondes ce qu'ils sont capables de créer dans notre cinéma. Mais il vient un point quand on scrute la relation entre les plans, il vient un point qu'on commence à tomber dans ce que j'appelle le syndrome de Disney. Ça commence à être de la science-fiction. Mais à partir du moment où vous entrez dans la science-fiction, c'est à partir de ce moment-là que vous entrez dans la réalité. Fait que le réel, il commence où notre réalité arrête. Puis notre réalité, elle arrête où ce que notre science-fiction nous empêche d'aller plus loin, parce qu'on se dit, ça, tu peux pas. Tu peux pas avoir du monde qui crée des rêves dans ma tête. Tu peux pas avoir quelqu'un qui vient, qui te promène d'une petite boule de lumière dans ma chambre. Tu peux pas avoir quelqu'un qui se présente à moi dans ma chambre le soir avec une grosse machine pour étudier mon cerveau, puis qui disparaît. Tu peux pas avoir un rêve dans ma chambre qui sort de mon cerveau puis qui s'en va vers le nord-est. Ça se peut pas. Tu peux pas avoir un téléphone qui signale tout seul. Ça se peut pas. Tu peux pas avoir quelqu'un qui arrive sur mon écran de télévision. Ça se peut pas. À partir du moment où ça se peut pas, ça se peut. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de dealer avec ça? Parce qu'on pense. C'est quoi penser? Penser, c'est utiliser la mémoire morte d'une race qui sert à garder la mémoire morte d'une autre race qu'on appelle les morts en vie en relation avec nous autres. Chaque fois qu'on pense, on alimente les morts. Les morts vivent à travers de nous autres. Les morts n'ont pas de contact avec la source. C'est ça, être mort. C'est pour ça que c'est plate être mort. Puis c'est pour ça qu'un jour, il va falloir que l'homme arrête d'aller dans l'astral, puis arrête d'y aller sur le plan morontiel, qui amène sa conscience intacte avec lui au-delà du corps matériel. Parce que les morts sont obligés d'être en contact avec l'homme. Que ce soit des grands morts, des petits morts, des moyens morts, des morts dans le bas astral, des morts dans le haut astral. Toutes les morts, tout ce qui est mort, ça bouge pas tout seul. Les morts ont besoin de l'homme. Pardon. Ils ont besoin de la lumière de l'âme. Mandez-leur. C'est moi qui le dis. L'histoire, c'est moi qui le dis. Vous savez, vous ne comprendrez pas d'histoire.
Il n'est pas supposé d'avoir de mystère dans la conscience humaine. Quand vous regardez quelque chose, vous êtes supposé de le savoir. N'importe quoi. Vous regardez Dieu, vous êtes supposé savoir qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Vous regardez l'île du paradis, vous êtes supposé savoir qu'est-ce que c'est. Vous regardez les mondes parallèles, les mondes universels, les éternels, vous êtes supposé savoir qu'est-ce que c'est. Il n'y en a pas de condition à la conscience humaine ou à la science de la lumière. S'il y en a, c'est parce que vous la créez vous-même. Par vos propres craintes, vos propres limitations, votre propre pensée, vos propres mémoires. Vous allez être obligé de sortir de la conscience de la race si vous voulez en créer une nouvelle ou si vous voulez appartenir à une race mentale qui n'a pas contact avec le passé de l'humanité. C'est pour ça que vous devrez étudier le phénomène de possession. Pas dans un sens négatif, pas dans un sens que ça crée de la crainte, mais dans le sens que ça fait partie de l'investigation de la relation entre l'homme et les plans universels. Je vous donne une transmission directe à partir du plan mental concernant la possession. Ils disent que c'est le devoir de l'homme de savoir, de comprendre jusqu'à quel point il n'est pas seul et jusqu'à quel point il n'est pas libre dans cette dualité. C'est son rôle, c'est son devoir. À partir du moment où on sait qu'on pense qu'il pense, qu'on est capable d'être en communication télépathique intérieure, on doit savoir tout de cette intelligence-là. Sinon, elle devient notre ennemi. Elle devient notre ennemi. Non pas pour des questions d'ordre moral, mais parce que ça fait partie de la loi de vibration. Ça fait partie de la loi des énergies. Tout est vibratoire pour eux autres. C'est pas comme nous autres. Nous autres, on est logique. 1 plus 1, ça fait 2. Pour eux autres, 1 plus 1, ça peut faire 3, 4, 5. Plus vous allez monter sur l'échelle d'évolution, plus vous allez être en contact avec des entités de haut niveau, et il y a des entités de haut niveau, vous allez être obligé de réellement apprendre à tester votre acumen contre eux autres et à ne jamais les prendre pour du cash. Puis c'est là qu'à ce moment-là, ils vont renverser la vibration et ils vont vous permettre de réellement croître, c'est-à-dire savoir que vous êtes réellement intelligent. Puis ils vont vous le dire. Jamais les aimer. L'amour, c'est fait pour l'homme. Aimez les hommes. Aimez-vous les uns les autres. Mais aimez jamais cette gang-là en haut. C'est ça la différence entre les initiés de l'évolution et les initiés de l'avenir. Je peux vous garantir que les initiés de l'évolution n'auront aucun amour pour le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Bye. Pas parce que le Père n'est pas fait. Pas parce que le Fils n'est pas grand. Pas parce que le Saint-Esprit n'est pas intelligent. Mais parce qu'ils font toutes partie des mêmes lois cosmiques. Ils font toutes partie du mensonge cosmique. Tant que l'homme n'est pas lui-même éveillé à sa propre réalité. Et à ce moment-là, la relation entre l'homme et la Trinité change. Elle change. Puis
Quand la relation entre l'homme et la Trinité change, l'homme devient le centre du triangle. L'âme, la lumière de l'âme, l'être cosmique, systémique, humain, matérialisé, incarné, avec un âme libéré de son périsprit, devient le centre du triangle. Quand l'homme conscient, en fusion, parle au Père, puis quand il parle au Fils, puis quand il parle à l'Esprit, à quoi vous pensez qu'il parle? Il parle à tout ce qui domine. Et quand un homme est capable de parler à tout ce qui domine, qu'est-ce qui se produit? Il devient libre. Et quand l'homme devient libre, la transmutation du Père, du Fils, de l'Esprit est faite. La consubstantialisation de ces trois êtres cosmiques-là, en symbologie métaphysique, représente l'homme éternellement unifié à sa réalité, c'est-à-dire l'homme capable d'assurer que la race des humains qui viendra pour les 2500 prochaines années, puis ensuite pour les 700 quelques années, jusqu'à l'évolution jupitérienne, soit une race d'êtres anoblis, libérés des chaînes karmiques de la planète, donc libérés des chaînes de l'évolution, donc des êtres qui ne feront plus partie des anciens contrats systémiques qui ont voulu que la Terre soit une planète en quarantaine. Le début de la libération de la Terre en tant que planète en quarantaine commencera avec la 6e race racine, se finira avec la 7e race racine, et l'homme ensuite n'aura plus besoin de la Terre pour éveiller ses instincts naturels, c'est-à-dire sa capacité de se voyager à volonté en forme séraphique dans le cosmos local, toujours aidé de son ajusteur de pensée qui deviendra pour lui son allumeur de vie. Quand l'homme pourra rencontrer son allumeur de vie, son ajusteur de pensée, au lieu d'être simplement un créateur de pensée pour lui, qui lui permettra, au nom de la forme, de se développer un ego planétaire, au lieu de faire ceci, son ajusteur de pensée deviendra un allumeur de vie. Ça veut dire que c'est lui qui passera, qui créera un sillonnement dans le cosmos local, et l'homme pourra, avec son âme, connecté avec son ajusteur de pensée, l'homme pourra voyager dans le cosmos, éveiller des nouvelles planètes à la conscience, créer des nouveaux mondes et instituer finalement dans le système local ce qu'on appelle le principe de l'amour, que le Christ est venu sur la terre pour implanter, mais n'a jamais réussi à éduquer l'humanité, parce qu'avant d'aimer, il faut être intelligent. Sans ça, on est des cons. Si vous n'êtes pas capable, je parle pas à vous autres nécessairement, je parle à l'homme. Si l'homme n'est pas capable un jour d'aimer avec intelligence, l'amour sera simplement astral. L'amour ne fera pas partie de ta conscience mentale et l'amour ne pourra pas électrifier ton esprit, c'est-à-dire que l'homme ne pourra pas participer avec d'autres esprits sur le même pied d'égalité que sa conscience. Donc, les êtres seront toujours en relation d'expérience avec lui et l'homme ne sera jamais réellement pour son frère, non simplement un collaborateur, mais une source de complète jouissance sur le plan psychique. Pour qu'un homme soit une source de complète jouissance sur le plan psychique, mental, de sa conscience morontialisée, il faut qu'il aime, mais il faut qu'il aime avec intelligence. S'il n'aime pas avec intelligence, l'homme se servira de l'amour pour assujettir d'autres hommes qui, à cause de leur faiblesse, se laisseront aimer pour ne pas être seuls. Bye.